À toutes et à tous, je suis Fabrizio Galanti, le directeur d'Arc en Rêve, et je suis très heureux de vous accueillir ce soir pour cette rencontre. Quelques mots au sujet du format et aussi de l'occasion qui nous amène ici ce soir. Vous avez remarqué que derrière moi se trouve une structure composée de métal fourni par Arc en Rêve et de tissus fourni par l'Institut suisse de Paris, parce que cette rencontre de ce soir s'inscrit dans un programme qui s'est développé dans le courant de l'année dernière avec encore des activités en début 2024 portées par le Centre culturel suisse à Paris, qui avait donc l'année dernière établi un principe de délocalisation de ces activités sur tout le territoire français, donc sous un principe de Tour de France, en raison du fait que les travaux de rénovation du bâtiment du siège du Centre culturel suisse ont commencé l'année dernière. Donc c'est grâce à l'appui, au soutien, à la collaboration avec l'Institut culturel suisse de Paris qu'aujourd'hui nous sommes ici, parce que effectivement, même si nous allons parler d'un artiste américain, chilien, dont les archives sont au Canada, il y a quand même un élément suisse dans cette soirée qui est Philippe Ours, un de deux panélistes. Alors ce soir, nous sommes ici donc pour écouter, et en réalité pour échanger, pour écouter au sujet d'un livre qui nous paraît absolument important pour les artistes et pour les architectes, et donc très apte à être présenté ici à l'Anthropolène, sur le travail de Gordon Matta Clark à travers l'exploration très profonde et très fine dans les archives de cet artiste qui sont déposées au Centre canadien d'architecture de Montréal. Donc on vous propose un format plutôt simple. Donc Philippe et Gwendoline vont nous présenter le travail qu'ils ont conduit ensemble, un travail qui a une gestation assez longue dans le temps pour construire conceptuellement ce volume. On va aussi parcourir brièvement un peu les éléments principaux de l'œuvre de Gordon Matta Clark. Et l'idée est vraiment d'avoir une conversation ouverte entre tous par rapport à ce sujet. Comme vous le savez, si vous avez déjà fréquenté quelques-unes de nos conférences, rarement je vais introduire les panélistes en faisant un petit résumé de leur travail. Vous allez très facilement trouver ce qu'ils ont fait sur Internet, vu qu'ils ont une productivité très riche. Mais quand même, je tiens beaucoup à remercier ce soir Gwendoline Owens qui nous rejoint de Montréal, du Canada, Philippe Ouspo qui nous rejoint de la Suisse, de Zurich, et qui ont accepté effectivement de faire une halte dans une tournée de présentation et de discussion par rapport à ce travail intellectuel absolument fascinant, dans différents sites, dans différents lieux, avec différents formats, et à chaque occasion, de ce que j'ai compris aujourd'hui en discutant un peu avec eux, en se rendant compte jusqu'à quel point encore aujourd'hui l'œuvre de Gordon Matta Clark continue à résonner, à être importante, à ouvrir des pistes d'exploration, de l'intelligence collective, justement dans des domaines assez hétérogènes entre eux. Donc c'est pas seulement les arts visuels, c'est aussi l'architecture. Et il nous semblait assez fondamental pour nous, à Arc en Rêve, effectivement, de fournir une base sur laquelle relancer encore une fois ce type de conversation. Donc la parole passe à nos deux invités. Et après, vraiment, commencer déjà à réfléchir à des questions, commencer déjà à réfléchir à des commentaires, parce que l'idée est vraiment d'avoir, même si le format de cette salle est un peu rigide par rapport à cette idée, d'avoir vraiment un échange collectif au sujet de ce que nous allons bientôt écouter. Merci. Bon. Merci beaucoup pour l'introduction et on va faire notre présentation en deux parties. Moi, je vais présenter un peu au sujet de Matta Clark et son biographie, son travail, et Philippe va présenter nos processus pour le livre. Voilà un bâtiment en New Jersey que Gordon Matta Clark, artiste, architecte, a coupé en deux. C'est probablement le plus connu image de ce que Gordon Matta Clark a fait. Il a divisé le bâtiment et il a poussé de certains côtés de faire la lumière dans le bâtiment. Pour faire quelque chose, il était quelqu'un qui a eu une formation comme architecte à l'Université Cornell, et aussi une formation en sculpture. Mais pour faire quelque chose comme ça prend un certain travail important de physique et aussi de mathématiques, de ne pas avoir un bâtiment qui tombe.
Voici Gordon. On trouve que Gordon lui-même est souvent dans ses photos et c'est Gordon qui est vraiment le directeur des projets, mais en même temps, Gordon voudrait être dans ses projets. Donc, il a donné son caméra à son adjointe pour faire une image de Gordon. Il est quelqu'un qui est toujours casual, toujours intéressant à voir. Il est né dans 1943. Il a grandi à New York. Son père était Roberto Matta, aussi artiste, architecte. Et c'est Matta qui a suggéré à Gordon de aussi être un architecte. Mais même s'il a eu une formation comme architecte, c'était clair tout au commencement de son travail que Gordon ne voudrait être un architecte comme un architecte qui fait des bâtiments. Il voudrait faire autre chose. Donc, son travail, la plupart des choses, c'est la transformation, de couper des bâtiments, de transformer des places, de diviser des places. Ici, il enlève le côté du bâtiment de New Jersey. Voici un projet à Paris, auprès du bâtiment de Beaubourg. Il voudrait couper Beaubourg, mais ce n'était pas accepté comme projet. Donc, il a eu la chance de couper un bâtiment juste à côté de ça. Pour faire son travail, ce n'est pas seulement une question de il voudrait faire quelque chose, il a écrit une lettre, voilà, c'est fait. Il a vraiment travaillé très fort dans plusieurs villes d'avoir la chance de couper des choses. Et Philippe va parler de l'expérience que Gordon a fait pour faire ces projets. Et voici l'intérieur du bâtiment près de Beaubourg. Quand il a coupé des choses, les coupes plus tard étaient beaucoup plus complexes. C'est un peu comme ça. Il a toujours travaillé avec des assistants, toujours la question du physique pour son travail, aussi la question de mathématiques, de faire les coupes, de planifier des coupes, d'être certaine que le bâtiment reste comme un bâtiment avec une tour, mais pas de tomber tout de suite. Tous les bâtiments qu'il a fait son travail dans une courte période de comme 7 ans, n'existent pas encore. Ça, comme il a fait son travail dans les bâtiments, les bâtiments abandonnés, les bâtiments étaient détruits après. Aussi, une partie de son travail, c'est un travail communautaire. Il a vécu à Soho, à New York. Soho, à l'époque des années 60, c'était un moment difficile pour la ville de New York. Et à Soho, il n'y a presque pas de resto. Donc, Gordon et ses amis ont décidé de fonder un restaurant. Voici une photo, toujours des photos de son travail, quand il a commencé avec ses amis de fonder un restaurant. Le resto était à la fois pour donner de la nourriture pour les artistes et aussi pour avoir de l'emploi pour les artistes. Et encore, il a fait des films au sujet de son travail. C'est lui qui, avec la caméra, il a donné son caméra à quelqu'un d'autre pour être certain que c'est clair que Gordon, c'était un projet de Gordon. Le resto n'a pas duré très longtemps sous Gordon et son ami Carol Gooden. C'était vendu à quelqu'un d'autre. Le resto a duré pour peut-être 10 ans. Mais avec le resto qui s'appelle Food et des autres projets, il a fait des métrages et pour bien organiser ça avec des amis. Voici un autre type de projet que Gordon a fait. Il a coupé
des planchers dans les anciens appartements à New York qui étaient abandonnés. Encore une fois, la question de comment on peut le couper pour créer un espace, pour créer quelque chose qui peut durer. Donc, il était quelqu'un qui s'intéressait beaucoup dans la structure des bâtiments, comment les bâtiments étaient faits, qu'on voit ici. Le projet ici s'appelle Bronx Floors, même s'il a coupé quelque chose à Brooklyn ou dans une autre partie de New York, ça s'appelait Bronx Floors. Autre type de projet, An Architecture. Avec ses amis, ils ont fait un projet avec des mots et des photos de quelque chose qu'ils ont trouvé un peu bizarre, comme ça. C'est une maison qui était déplacée, mais la maison était déplacée sur un bateau. Donc, et la maison était couverte avec une patron. Donc, c'est quelque chose un peu étrange. Donc, lui et ses amis ont fait un projet de faire des photos comme ça ou de trouver des photos comme ça. Cette photo n'est pas par Gordon, c'est une photo qu'il a trouvée dans une archive. Mais en architecture, on aime le mot, c'est l'idée d'être cool. C'est pas vraiment pas architecture, mais an architecture. Mais on ne sait pas si, même si l'expo a vraiment s'est passé, on a ça pour documenter ça, mais aucune information au sujet que si c'est vraiment passé. Notre projet à New York, ça s'appelle Days End. Il a fait un grand trou dans une ancienne usine auprès du Hudson River. Mais l'espace intérieur était un peu comme une cathédrale. Ici, un projet à Antwerp. Il a coupé un bâtiment, ça s'appelait Office Baroque, en effet. Dans ce projet, c'était nécessaire de faire des coupes seulement à l'intérieur parce qu'il n'a pas eu la permission de couper les côtés du bâtiment. Et ensuite, il s'est passé très jeune, à l'âge de 35, mais après ces œuvres comme ça, les parties des bâtiments se trouvent dans les musées. Ça, c'est à New York, au Museum of Modern Art. Ils ont acheté une partie d'un bâtiment qui est en salle maintenant. Il a fait un côté d'un bâtiment à Niagara Falls. Il a réassemblé ça, les trois parties, qui se trouvent maintenant dans un musée. Et voici une sélection des livres au sujet de Meta Clark. Meta Clark, même s'il n'a pas fait beaucoup de travail, il est maintenant le sujet de beaucoup des livres. Et la question se pose pourquoi nous avons fait un autre livre. Philippe va parler de ça. Mais ça donne probablement une partie des livres au sujet de lui. Il y a beaucoup plus de livres au sujet de Meta Clark, même si son travail a été fait dans seulement 7 ans. Alors, bonsoir, grand merci pour l'invitation. Nous sommes très heureux d'être ici à Conrêve et à Bordeaux et d'échanger quelques idées sur notre livre avec vous. Pourquoi Meta Clark? J'ai commencé à enseigner à l'École polytechnique fédérale de Zurich dans les années 90. J'ai parlé aux étudiants de l'art
contemporain de l'art des années 60, l'art des années 70. J'avais beaucoup d'intérêt pour l'art conceptuel, pour l'art minimaliste. Et j'ai remarqué que quand j'étais en train de parler de cet art conceptuel, il s'endormait paisiblement. Tandis que dès que j'ai commencé à parler de Mata Clark, ils sont venus et voulaient savoir plus. Alors, ça m'a montré qu'apparemment, il y a une grande demande de connaître mieux l'œuvre de cet artiste qui, à l'époque, depuis les années 90, était connu. Il y avait des expositions, Marseille notamment, de 93, mais pas très connu. J'ai décidé de faire des recherches moi-même. J'ai contacté la veuve, Jane Crawford, qui m'a mené dans sa maison vers son lit de hôte, guest's bed. Sous le guest's bed, il y avait des cartons, plein de documents. Donc l'archive de Mata Clark. Et ça, c'est la première rencontre avec ce matériau que j'ai eu. Le livre que je voulais, ou le chapitre dans mon livre que je voulais dédier à Mata Clark ne s'est pas réalisé, mais disons, avec le projet de Wendy et moi, j'ai finalement pu compléter ça. Alors, pourquoi Mata Clark? En rétrospective, je crois que mes étudiants à l'époque ils étaient fascinés parce que je leur ai pas vraiment pu parler d'une théorie d'architecture à l'époque. Il n'y avait pas de théorie qui tenait. La théorie modernisme et postmodernisme, c'était un peu dépassé. C'était une discussion plutôt des années 80. Donc, il n'y avait pas vraiment de cadre. Et je crois que Mata Clark fascinait, et peut-être fascine toujours, parce qu'il produit une espèce de miroir pour la pratique architecturale, qu'il substitue presque cette théorie abstraite. Et ça impliquait qu'il fallait aussi regarder de plus près ce que lui a écrit, ce que lui a dit, ce que lui pensait. Parce que, comme Wendy a dit, il y a beaucoup d'interprétations. Dès qu'on voit des œuvres de Mata Clark, on est tout de suite inspiré de l'interpréter, une espèce de reflet mimétique. Il y a des gens qui commencent à déchirer des papiers dès qu'ils voient ces bâtiments. Alors, comment est-ce qu'on peut, d'une façon un peu plus, disons, factuelle, plus objectif, laisser la voix à l'artiste lui-même? C'était une coïncidence que Jane Crawford, donc cette veuve de Mata Clark, qu'il a épousée peu avant qu'il meure en 78, donc quand Wendy dit à l'âge de seulement 35 ans, il avait un cancer. Il a épousé. C'est cette veuve qui a dès le début s'est engagée pour divulguer l'œuvre, pour le faire accessible pour des expositions, de donner des entrevues, de soigner l'œuvre, de contacter des commissaires. Et à notre avis, c'est sans Jane Crawford que nous n'aurions peut-être pas cette connaissance, cet accès à l'œuvre aujourd'hui. C'est aussi pourquoi on a dédié le livre à Jane. Et une autre femme, c'est Phyllis Lambert, la fondatrice du Centre canadien d'architecture à Montréal, que vous avez ici en image. C'est peut-être un des bâtiments que Mata Clark aurait tout de suite voulu découper. Il y a quand même un aspect de coffre-fort. L'avantage de ce coffre-fort, c'est que c'est un des tout grands archives d'architecture du monde. Et la coïncidence, c'est aussi grâce à Wendy, c'est que Jane Crawford a décidé de ne pas vendre l'archive au Getty Center en Californie, mais de le donner en donation au Centre canadien d'architecture. C'est-à-dire que l'œuvre ou l'archive de cet artiste trouve un lieu dans une institution architecturale. Et ça, c'est assez unique.
Et à notre avis, l'écho de Mata Clark est plus fort dans le monde architectural que dans le monde de l'art. Et on ne peut pas comparer la résonance de son œuvre dans ces deux mondes. C'est pour ça que cette décision a été, à notre avis, assez forte. Est-ce que je peux, pour des raisons statistiques, demander qui a déjà été au CCA à Montréal? Oui. Alors, si vous avez la chance, allez-y, c'est magnifique, hein, c'est vraiment magnifique. Il y a une bibliothèque incroyable, il y a des gens qui savent tout, c'est rempli d'experts, et une atmosphère d'échange et d'ouverture intellectuelle qui est assez unique. Alors, si vous trouvez un prétexte, allez-y tout de suite. Bon, ça c'est un peu différent. Quand j'étais avec Jane sous son lit, il ne fallait pas avoir des gants. Maintenant, il faut avoir des gants blancs et puis tout est bien organisé, mais l'accès est quand même possible à ces documents. Nous avons travaillé donc avec les sources, c'est des lettres de Mata Clark, beaucoup de lettres. Parfois, des interprètes disent que c'est un artiste un peu fou, anarchique, désorganisé, spontané. Si on regarde les lettres, on voit que c'était un professionnel, hein, très stratégique, trouver la voie de demander des bourses, de connecter des réseaux, de profiter des connaissances, de profiter du fait que son père était un des grands artistes surréalistes de l'époque et que sa tante était la femme de Marcel Duchamp. Et donc, c'était pas quelqu'un qui était un outsider, pas du tout. Il était au milieu du monde de l'art contemporain. Et il est entraîné comme architecte. Et il a décidé, après avoir terminé les études, de devenir artiste. Il a changé son nom de Mata à Mata Clark. Donc, Mata, c'est le père, comme Wendy a dit. Clark, c'est le nom de la mère. Et ce changement de nom, on garde toujours en tête le nom du père célèbre, mais c'est aussi quelque chose d'un peu différent. Des lettres qui sont presque des concepts d'exposition. Il a constamment travaillé. On se demande s'il avait du temps pour dormir. La richesse de son œuvre dans ces 7-8 années est extraordinaire. Nous n'avons pas reproduit des facsimilés. On est très tenté de reproduire les facsimilés. On voulait rester un peu plus cool et nous concentrer sur la langue, sur le texte. Dans beaucoup de catalogues, on trouve ce matériel, donc il y a beaucoup qui a été publié, mais nous essayons de faire une sélection de voix qui est très accessible et facile à utiliser pour ceux qui veulent connaître plus. Une chose que tout le monde adore, c'est le jeu de mots. Façon quand il traite la langue comme si c'était des briques, des éléments d'un bâtiment, qu'il joue avec la signification et qu'il joue aussi avec la signification entre disons, réflexion théorique et slapstick et nonsense. On peut s'imaginer qu'il y avait beaucoup de rigole aussi, beaucoup d'humour dans ces discussions. Grande partie de l'œuvre jusqu'en 1974 est un travail collectif, comme l'expo Anarchitecture. À partir de 1974, il a plus de succès dans le monde de l'art et puis il commence sa carrière d'artiste solo. Ça, c'est un changement d'attitude, mais on voit que toutes ces démarches, toutes ces étapes étaient pour lui et pour son entourage assez important pour les conserver. Donc,
l'archive est assez complet, pas tout à fait complet, mais assez complet. On peut dire que c'est une partie, une construction de lui-même et de sa veuve, et ensuite du Centre canadien d'architecture, de nous. Non? On construit et reconstruit, on sélectionne cette archive, mais c'est un corpus très très riche qui démontre qu'à l'époque, les artistes new-yorkais, lui surtout, ils étaient tout à fait conscients que ça vaut la peine de garder ces éléments pour rendre visible un processus constant de production. Nous avons donc des souvenirs de voyage qui montrent aussi comment il sélectionnait d'une façon très conceptuelle les images, beaucoup de diapos, des fragments de films. Ça, c'est un autre projet. Donc, Wendy a dit qu'il était invité à Paris, qu'il voulait couper le centre Pompidou. Il était ensuite invité à Berlin, et puis il a proposé de couper le mur de Berlin. On lui dit que ce n'était pas une bonne idée. Donc, il a attaqué le mur avec cette arme capitaliste en collant des pubs de bière sur le mur. Et puis, on a trouvé quelques fragments de films. Quand on a présenté nos résultats à Berlin, tout d'un coup, il y avait quelqu'un dans le public qui disait « C'est moi qui ai fait le film ». C'est-à-dire que le travail avec l'archive, avec ce sujet, englobe aussi de plus en plus de découvertes. Très souvent, ce sont des artistes, des gens qui sont vivants. Martha Clark, s'il vivait, il aurait maintenant 81 années, non? Et donc, ils sont encore, heureusement, parmi nous, et leur souvenir, leur oral history est présent. Un des éléments de l'archive, c'est les art cards, petites cartes où ils notent des pensées, making the right cut somewhere between the supports and collapse. C'est comme un haïku, mais c'est aussi peut-être comme le début d'un film ou le début d'un livre. Alors, on peut s'en servir, on peut regarder à travers ses pensées, et c'est très accessible tout ça, non? C'est pas très hermétique. On peut jouer avec. Et oui, nous espérons que notre livre inspire beaucoup de gens aussi de jouer avec. Et ça termine notre petite présentation. Et si vous avez envie, on peut en parler plus ou échanger des idées. Oui. Je commencerai justement à partir du titre du livre, parce que quand la question était pourquoi faire un autre livre sur Gordon Matta Clark, je crois que la réponse est dans le titre, c'est-à-dire c'est un livre qui fournit une fenêtre sur une archive. Donc qui se penche beaucoup sur ce que vous avez trouvé dans les archives. Et j'aimerais peut-être que vous nous racontiez un peu plus précisément comment vous y êtes pris. C'est-à-dire, est-ce que vous avez des idées préconçues de comment construire la narration du livre, et donc aller dans les archives signifiait trouver les éléments pour valider des hypothèses, ou à contrario, est-ce que vous êtes rentré dans l'idée du projet de manière très naïve, dans un bon sens, c'est-à-dire laisser que l'archive vous suggère comment construire après la narration du livre? De mon côté, mon formation comme historienne de l'art, historienne de l'architecture, c'est vraiment de voir les objets, les traces, les documents, et laisse les documents me dire des choses. J'ai essayé d'être objectif avec ça. Mais en même temps, quand moi j'étais au Centre canadien d'architecture, quand j'ai travaillé avec les documents,
on a eu une parade des chercheurs qui tout de suite a commencé à faire la recherche. Presque chaque chercheur arrive avec une théorie de Mata Clark. Et moi, j'essaie d'écouter les théories, mais de mon côté, de laisser le document me dire son propre théorie, et aussi de faire des choses chronologiques, parce que la plupart des choses, moi, j'ai trouvé dans les livres, étaient mélangées pour faire une idée. Et notre idée, c'est de laisser Mata Clark parler, et quand on met les documents en ordre chronologique, il y a beaucoup, beaucoup plus de logique dans ça. Oui, je suis tout à fait d'accord. J'ai aussi plutôt cette approche naïve, comme tu dis, de m'approcher, de regarder ce qui est là, hein, et de faire un peu parler les choses, parler les sources. Je suis historien d'art de formation, et puis il y a l'anecdote de Jakob Burckhardt, qui est, disons, une des figures fondateurs de l'historiographie germanophone. Son élève, c'est Heinrich Wölfflin, une des figures fondatrices de l'histoire de l'art. Et puis, Wölfflin va chez Burckhardt pour s'inscrire à l'étude. Burckhardt dit au jeune Wölfflin, tenez-vous aux sources. Ils sont bénis. There is a special blessing on the sources. Es ist ein bestimmter Segen auf den Quellen. Donc, il y a une chose qui est tout à fait spécifique aux sources que nous n'avons pas dans l'interprétation aux littératures secondaires. C'est aussi pour ça qu'on a appelé ça un archival source book, pour dire, oui, on vous donne accès à ces sources. On a fait une sélection, on ne peut pas reproduire l'archive 1 à 1, ce serait pas faisable et pas économique aussi, mais regardez vous-même, et c'est aussi pour ça qu'on a choisi ce livre-là, cette image d'une performance à Paris où il va vers les sources creusées dans la terre. C'est clair qu'on ne trouve jamais les sources, c'est clair qu'on ne peut pas y arriver, mais le processus nous plaît, et ça, on voulait partager. Donc, si je peux me permettre de vous faire un peu de psychanalyse, peut-être complètement erroné, vous avez fait un exercice, j'imagine, de vous auto-imposer une sorte de neutralité pour pouvoir approcher l'archive avec moins de préjugés. Donc, je crois que c'est un geste assez complexe à mettre en place. Et donc, est-ce que vous avez eu des surprises? Est-ce que, en décidant d'être moins porté par des hypothèses, et donc on va que chercher les choses qui corroborent les hypothèses, vous vous y êtes pris avec un peu de distance? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont complètement surpris, des éléments, même petits? Est-ce qu'il y a des lectures surprenantes, des relations, des contacts avec des auteurs que vous n'aurez jamais... Quels sont les émerveillements que, évidemment, j'imagine, vous avez pu croiser dans cette démarche? Je pense que une des choses qui me trouvait surprenant, c'était des trous dans les archives. Il a travaillé à Cornell avec les artistes du Earth Art Exposition 1969. Donc, les artistes comme Robert Smithson. Moi, j'ai pensé, peut-être on va avoir des lettres de Robert Smithson au sujet de son expérience, des lettres à Dennis Oppenheim. Il n'y a pas de lettres comme ça. Donc, je ne sais pas si les lettres étaient perdues. Peut-être il n'a pas écrit des lettres parce qu'il a parlé beaucoup avec les autres artistes, parce qu'à New York, tous les artistes étaient dans le même coin de la ville. Donc, ça, c'est surprenant pour moi. Mais je pense que le processus qu'il a fait son travail d'étape par étape était quelque chose qui, au commencement, était un peu surprenant pour moi,
de voir que vraiment il était architecte. Il a travaillé comme un architecte qui bâtit quelque chose. Il a fait son carrière comme un bâtiment. Il a fait une étape par étape pour ça. En même temps, je pense que dans les interviews, il a fait beaucoup des interviews, on voit qu'il a bien compris les théories d'architecture, même si dans les photos, il est comme un cool guy, quelque chose comme ça. Il était vraiment quelqu'un qui a fait la recherche pour chaque projet. Pour moi, la grande découverte était la beauté de la langue, une langue tout à fait poétique, où chaque mot, chaque groupe de mots ont leur place. Dans la littérature, on entend parfois qu'il était dyslexique, qu'il était... Donc, oui, une espèce de pathologisation de la personnage. Nous ne savons pas s'il était vraiment dyslexique. Il n'y avait pas vraiment d'indication, mais c'est plutôt... quand on regarde les textes, on montre qu'il maîtrise très, très bien la langue et puis qu'il joue avec les mots. Comme s'il fallait tenir compte du fait que chaque mot peut aussi signifier autre chose, hein, ou autre chose. Ça pourrait être comme ça, mais ça pourrait être comme ça, comme ça, comme ça. Il y a tout un univers de potentialité qui se dévoile. Et donc, ce qui m'a vraiment surpris, c'est que ce langage est très, très focalisé. Hein. Personnellement, j'ai toujours beaucoup aimé l'œuvre. J'avais surtout accès via les films. Ça, c'est difficile. On a trouvé des scripts, donc on voit qu'ils sont très, très bien planifiés, mais c'est quand même difficile de les reproduire en tant que langue. J'avais moins d'accès vers les objets. Donc, quand je vois les objets dans les musées, ils me touchent moins que les photos des performances. Donc, le côté performatif m'a surtout attiré. Et je la vois reflétée, articulée dans la façon d'écrire, qui est une écriture qui, en même temps, pourrait être une performance parlée. Et puis ça c'était pour moi aussi une des grandes découvertes en fouillant. J'ai encore une question, après de passer le microphone à la salle. Donc à un certain moment, vous citez un passage d'une pratique artistique un peu plus collective, de groupe, à une pratique qui devient plus autonome. J'imagine effectivement, comme vous l'avez dit, ça correspond aussi à une attention du milieu de l'art qui commence à lui demander de participer à des expositions en solo. Donc une sorte d'affirmation d'une personnalité autonome qui malheureusement se tranche à cause d'une maladie assez fulgurante. Et toute la production dont vous parlez se concentre, c'est comme les Beatles presque, dans 6-7 ans de travail. Mais est-ce que néanmoins vous avez remarqué dans l'évolution, vu que vous avez travaillé en termes chronologiques, est-ce qu'il s'agissait d'un artiste conscient et ou intéressé à la réception critique de son œuvre? Il y a des artistes qui sont très attentifs à ce que vont dire les critiques, qui vont découper qui vont amasser aussi les articles sur leur travail, un peu les effets de leur travail. Ça ne veut pas dire qu'ils vont changer sur la base de ça. Il y en a des autres qui sont absolument indifférents au type d'impact ou d'effet qu'ils ont. Quelle est selon vous un peu la relation au contexte que malheureusement est trop court pour qu'on puisse en donner une interprétation? Était-il un artiste qui réfléchissait aux effets de son action ou complètement orienté indépendamment de quelle aurait été la réception critique? J'ai l'impression qu'il était vraiment indépendant et avec les critiques, il a toujours essayé de séduire les critiques pour expliquer ce qu'il voudrait faire. J'ai l'impression qu'il était vraiment charmant, toujours, avec tout le monde. Et donc, la question, si une critique n'aime pas ça, il va essayer de convaincre
le critique, que c'est très intéressant. Il a eu beaucoup de succès avec le Underground Press à New York, mais en même temps, parce que son père était une artiste renommée, les portes étaient ouvertes à le monde de l'art traditionnel. Donc, c'est quelqu'un qui a été driven. Il a fait ce qu'il voulait faire. Et je pense que si quelqu'un n'était pas d'accord avec son point de vue, ça ne change pas ce qu'il voudrait faire. Mais c'est une très bonne question parce que j'ai jamais pensé à ce sujet de ça, parce qu'on ne voit pas beaucoup de critiques négatives au sujet de lui. Mais dans les archives, vous avez retrouvé donc coupures de presse, articles. Okay. Oui. Donc c'était quand même quelqu'un qui ne négligeait pas de conserver du matériel sur son bon travail. Il a les gardé, oui. Bon, je crois que c'est le moment de passer le micro en salle. S'il y a des questions, levez la main pour qu'on puisse vous passer le micro, parce qu'on est en train d'enregistrer la conférence. J'ai une question concernant la motivation de faire ce livre. Dans l'imaginaire collectif, Mata Clark, c'est quand même une sorte d'enfant terrible qui fait des trous, qui casse des choses, très dialecticien dans sa façon de faire les choses, mais qui est une sorte de geste de liberté. En faisant une archive sur lui, et vous l'avez dit, Philippe, vous l'avez dit beaucoup, vous avez trouvé quelqu'un de très ordonné, presque un peu opportuniste des fois, qui très stratège dans sa façon. Donc, est-ce qu'il y a l'intention de détruire le mythe Mata Clark dans ce livre, de déconstruire le mythe Mata Clark? Non. C'est clair, la démystification, c'est une tendance dans l'historiographie de l'art. Personnellement, je trouve ça pas intéressant, non? Parce que ça présuppose qu'il y a une espèce de vérité, non? Et puis qu'il y a un mythe qui englobe cette vérité, et puis que si on enlève ces couches, c'est comme enlever les couches d'un oignon. Non, mais on arrive au centre, mais c'est rien. Il y a rien au centre. Les mythes, le gossip, l'aura, ça fait partie de l'effet de la résonance. C'est comme si on enlevait une peinture impressionniste de son cadre. Il faut ce cadre pour tenir tout ensemble. Et ces mythes sont aussi construit évidemment par les artistes eux-mêmes. C'est une zone un peu floue, comme ces cadres impressionnistes, un peu flous, mais en les remplaçant par des cadres blancs, minimalistes ou en aluminium, on ne gagne rien. Non? Ça veut dire on peut bien sûr corriger d'une façon critique certaines interprétations. Par exemple, l'interprétation que c'est un art destructif. Et il n'y a rien de destructif du tout. Il n'y a aucune tendance agressive ou autodestructive dans tous ces documents qu'on a trouvés. C'est tout à fait constructif. Non? Mais ça, on peut corriger certaines interprétations, proposer une alternative, mais le mythe, il doit exister aussi, parce qu'on peut aussi, c'est comme entendre la musique sans l'air où les ondes se déplacent, ça ne va pas. Alors, encore des questions dans la salle? Oui, s'il vous plaît. On peut offrir certains faits, non? Et puis certains documents ont quand même le rôle de faits objectifs, et ça c'est utile pour la recherche, la discussion, mais les faits et la vérité, c'est pas la même chose. Moi, j'ai mis une post-it devant moi pendant mon travail, dire que ce n'est pas notre livre, c'est le livre de Gordon. Donc, on laisse Gordon faire la correction s'il veut.
vraiment. Pas juste comme nous sommes le conduit pour présenter des informations. Et encore une fois, maintenant, j'écoute beaucoup des commentaires des amis qui m'ont toujours dit quelque chose. Il était un étudiant terrible à Cornell. C'est pas vrai. J'ai les documents qui disent qu'il était un étudiant excellent dans presque tous les cours. Mon point de vue, c'est vraiment de présenter l'évidence. Et si les gens ont parlé de lui et lui a dit « Ah, j'étais une étudiante terrible », c'est possible, mais on va présenter ce qui existe dans les documents. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est moins une question sur... je suis désolé, je vais changer peut-être un peu l'angle. C'est moins une question sur votre démarche et le livre lui-même, mais une genre de réflexion, proposition pour échanger un peu sur la réception de l'œuvre aujourd'hui, dans un autre monde en fait, parce qu'on est 50 ans plus tard, plus... Et en vous écoutant, en redécouvrant des travaux comme Intersection conique ou le Split House, la maison fendue, je me suis dit, ah oui, en fait, donc, ce travail était à l'époque, c'est encore les 30 Glorieuses, le monde en expansion, quand il intervient sur ces bâtiments en particulier, et on a vu le mot undoing, défaire, c'est moins démolition, destruction que undoing, voilà, pour des raisons que j'imagine vous pourriez mieux m'expliquer. Mais aujourd'hui, on voit on voit un certain nombre de situations où on a des bâtiments en friche, en souffrance, qu'il faut démolir et qu'il faut enlever parce que la mer avance. On a des bâtiments qui tombent en ruine dans l'océan. On a des villes et de plus en plus des petites villes ou des bourgs où la population part. Et on a shrinking cities, mais plus que shrinking cities, aujourd'hui on a aussi des shrinking towns. Un genre de déséquilibre démographique et on a désindustrialisation, donc des friches énormes, voilà, comme Solverein, etc. Donc voilà, je vais aller droit au but. Est-ce que, enfin, moi, en regardant, je me dis, ah oui, aujourd'hui, on a en fait beaucoup de situations où ce genre de curating the ruin, voilà, d'intervenir de manière de faire le je sais pas comment dire curating bien en français, mais de soigner le recul de la matière et la ruine en devenir, ça devient un vrai enjeu pour beaucoup de collectivités, beaucoup de propriétaires, beaucoup de personnes. Voilà, donc genre cette réflexion, est-ce que vous pensez que oui, on pourrait peut-être regarder ces projets, en particulier d'intervention sur des bâtiments, différemment aujourd'hui? Oui, merci, c'est une bonne question. Non? Toute l'histoire de question de la réception est importante. Dans quelles circonstances est-ce que des œuvres d'art ou un artiste est contemporain et quand est-ce que ça devient un document du passé? À mon avis, Richard Serra est plutôt un document du passé maintenant. Et Mata Clark, au moins pour l'instant, est contemporain. C'est-à-dire que les sujets, les démarches sont des démarches qui peuvent être partagées avec la jeune génération aujourd'hui. C'est pour ça pour que l'échange avec les étudiants est fructueux, parce qu'ils vont tout de suite me dire si c'est passé ou pas. C'est rare, come on. Et puis, là, je crois qu'il y avait une espèce de baisse dans la réception dans les années 80, malgré le fait qu'il y avait une grande exposition à Chicago, mais il y a quand même une baisse de réception. Ça recommence dans les années 90, peut-être parce que c'est une période
où en architecture, ce qui compte, c'est ce qui est réalisé. Hein. C'est devenu très pragmatique, star architecture, et puis les utopies, le scepticisme est un peu aux marges. Hein. Donc c'est là où son œuvre remplit une lacune. Et maintenant, donc, dans le contexte d'une partiellement nouvelle récession, ça va être très intéressant d'observer la réception. Je pense que ça dépend un peu des contextes. Je crois qu'il est peut-être particulièrement intéressant en Europe, mais peut-être moins intéressant dans des régions qui sont frappées par une crise. Tout à fait. Merci. Oui, bonsoir. J'aimerais revenir sur cette question de l'archive. Bon, on comprend qu'il y a un parti pris qui est de ne pas fétichiser, évidemment, les documents que vous avez eus dans les mains. Mais vous avez parlé jusqu'à maintenant, parce que je n'ai pas feuilleté ce livre, mais des archives photographiques et des textes, des écrits de Gordon Matta Clark. Qu'en est-il de l'archive orale? Est-ce que vous l'avez prise en compte? Quel est son volume? Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a des enregistrements où il y a vraiment des éléments fondateurs dans son travail? C'est une bonne question. On est très chanceuse d'avoir des recordings, des enregistrements de beaucoup des interviews. Je trouve que dans les interviews, il était bien organisé avec ses pensées au sujet de son travail. Et on parle des choses intéressantes que moi j'ai trouvées dans l'archive. L'idée que quelqu'un était assez organisé de répondre à des questions point par point, étape par étape, avec ce qu'il voudrait faire. Aussi de dire que le livre n'est pas tous les archives qui est au Centre canadien d'architecture. Il y a certaines choses qui n'est pas au Centre canadien d'architecture. Il y a aussi des interviews qu'on n'a pas eu la permission de mettre dans le livre, mais en même temps, on a eu la chance de l'écouter, qui peut-être changer mon point de vue, d'élargir mon point de vue au sujet de lui. Mais oui, c'est quelqu'un qui était vraiment verbal, il parle beaucoup tout le temps et je pense qu'on est chanceuse d'avoir des enregistrements. Mais, pardon, justement sur cette dimension orale qui n'est pas la transcription des interviews, mais sur sa manière de s'exprimer, le phrasé, tout ça, il me semble que, enfin, il peut y avoir aussi une source d'archives qui serait complémentaire en quelque sorte au livre, où on aurait un accès direct, je veux dire, au son de sa voix, justement à cette manière de s'exprimer. Vous dites qu'il parlait beaucoup, donc tout ça, c'est des éléments d'appréhension de son œuvre, directement, je veux dire, plus que la transcription simplement d'une interview. Enfin, c'est juste une remarque. Oui, tout à fait. Non, cette transcription, c'est toujours une certaine abstraction. Puis ça ne remplace pas à 100% la voix, c'est clair. Oui. Oui. Voilà, simplement pour faire une allusion à Internet, par exemple, qui pourrait être un relais ou simplement un site sur lequel on aurait accès à ces documents sonores, en complément du livre. Enfin, c'est juste une hypothèse. Il faut convaincre le CCA à le faire, non? Oui. Oui. Et il y a certains films par Matta Clark, dans les films, il parle de son travail. Et ça, c'est Office Baroque. Il a fait un long discours au sujet du projet qui est vraiment clair. Des choses comme ça sont accessibles, d'écouter son voix, son point de vue. Et les films, ils sont presque tous accessibles sous Electronic Art Intermix, Ubu. Donc on trouve presque tout le matériau, heureusement maintenant. Ouais.
Je me demandais si vous aviez trouvé parmi ces archives des documents par rapport à cet état d'esprit, je trouve très poétique. Parce que, en fait, le fait de mettre autant de techniques, de maîtriser tellement bien l'architecture et la technique, pour arriver à créer une œuvre architecturale qui n'est absolument pas habitable, et je veux dire, ça outrepasse l'architecture, je pense. Et on voit aussi qu'il était très amoureux des jeux de mots. Donc, est-ce que vous avez trouvé des documents voilà, des archives qui corroborent cette idée, quoi? Les art cards, les petites cartes, étaient vraiment poétiques. Il y a comme des haïkus, il y a des petites histoires dans ça, et ça répète dans ma tête souvent. Après, je les lis, parce que c'est vraiment des choses, ces idées, mais ces idées dites comme de poésie. Je pense qu'on a des autres images du note card. Mais je pensais que j'ai une autre image. Mais aussi, voici des choses qui sont un peu poétiques, mais c'est vraiment des art cards qui sont extraordinaires. Je pense qu'il a fait des choses comme des notes à lui, mais en même temps, sont des petites poésies. Est-ce que vous pourrez commenter quelques-unes de ces images surprenantes que vous n'avez pas montrées avant? J'ai reconnu un projet à Gênes, évidemment. The whole house. Oui, ça c'est A Whole House, donc un projet où de nouveau le titre est un jeu de mots. C'est une maison complète, mais c'est aussi une maison trou, qui consiste à découper une partie de la toiture. Et regarder comme ça, c'est presque comme une chronologie d'une expérience un peu diabolique, hein, de sectionner un être vivant, presque un être vivant, et puis avec le but de recevoir cette forme, non, qui est tout à fait, de première vue, étrange. Mais on pourrait aussi dire, et puis ça reflète dans ce texte, qu'il envisageait de libérer des gens. C'est toujours l'ouverture qui l'intéresse. Il dit qu'il veut faire entrer la lumière, qu'il veut lutter contre le confinement, contre l'enclosure et contre la colonisation de l'espace. Alors l'impulse est critique envers la nature de l'architecture qui est de nature une définition d'espace. Et puis, on pourrait même aller si loin que dire, oui, il y a dans la typologie de maisons des maisons avec une ouverture dans le toit pour faire échapper le fumée, par exemple. C'est sûrement dans ce cas-là pas très pratique parce qu'à Gênes, il pleut, mais c'est pas un art qui veut être pratique dans le sens propre d'optimiser une façon de vivre, mais plutôt un art qui utilise la liberté de l'art pour donner des impulses aux façons des architectes de penser. Il y a une chose qui m'intéresse, vous avez dit c'était pas un art agressif. Néanmoins, il y a une anecdote assez connue, ça serait intéressant sur laquelle discuter un peu, c'est d'une certaine manière quand même la raison pour laquelle nous sommes si intéressés à Gordon McClark dans le champ de l'architecture, c'est aussi une critique à une certaine manière de faire l'architecture, à un certain rôle politique et social
Donc, l'anecdote que vous connaissez assez bien, c'est quand il est invité par Peter Eisenman à participer à une exposition à l'Institute for Urban Studies. Donc il va faire des photographies des bâtiments détruits du Bronx, il va avec le pistolet tirer dans les fenêtres de l'Institut pour installer les photographies. Et ça, c'est sa manière de critiquer ses professeurs à lui, à Cornell, Richard Mayer et, si je ne me trompe pas, Michael Graves. Donc c'est aussi vrai que quand même dans son action d'architecte ou de non-architecte, il y a aussi fréquemment et parfois un positionnement assez dur contre une certaine manière de faire l'architecture qui ne lui convient pas. Donc ça serait quand même... C'est pas, disons, c'est pas, les opérations ne sont pas à côté de l'architecture, mais dans certaines occasions sont clairement prenant position face ou contre une certaine pratique du métier, une certaine pratique de la profession, surtout aux États-Unis à l'époque. Pour ce projet-là, il n'y a aucun document dans l'archive au sujet de ça. Et même, ça, c'est pas dans son curriculum vitae. On n'a rien pour ça. On sait que c'est passé parce que Eisenman a mentionné ça. Il y a un livre sur l'exposition qui mentionne l'événement et 2 ou 3 personnes ont donné 2 ou 3 histoires. Chaque histoire est un peu différente, mais on sait que c'est passé. Mais dans son archive, on a des photos probablement des photos qu'il a installées, mais on n'a aucun document au sujet de la salle. Et une de mes questions était, est-ce qu'il n'a pas parlé de ça au sujet parce que c'est contre l'architecture, il voudrait faire les choses comme ça, fini. Je ne sais pas si tout le monde connaît cette histoire. Il est invité dans une exposition de groupe, la première et seule fois dans une institution d'architecture. Toujours, tous les autres institutions sont toujours des institutions artistiques, des galeries, des expositions. Cette seule institution architecturale a été invitée avec d'autres artistes, s'appelle Idea as Model. Et l'histoire, le mythe, la légende, c'est qu'il arrive la nuit avec un fusil, un BB gun, un fusil donc pas très très dangereux, mais un fusil. Et puis qu'il place des photographies avec des bâtiments, avec des vitres cassées au mur et qu'il tire sur les réelles fenêtres de la salle d'exposition avec ce fusil. Et qu'ensuite, selon les sources, les légendes diffèrent. Ensuite, Peter Eisenman dit ça va pas, et puis il l'expulse de l'exposition, donc il ne fait plus partie de l'exposition. Je fais des interviews, des oral history avec presque tous les protagonistes. Chacun raconte une histoire différente. Une fois, il est drogué. Autre fois, il tire pendant la journée avec le fusil sur les têtes des témoins. Eisenman, la dernière fois que je l'ai vu, m'a dit I was fighting with him, trying to get the rifle out of his hands. Eisenman dit que ça le rappelait la nuit de cristal, la Kristallnacht. Donc, de plus on lit, de plus la légende s'en va. Ma théorie, c'est que l'art n'est jamais violent et donc il n'existe pas de violence dans l'art. C'est mon axiome. Mais que l'interprétation, c'est de pathologiser cet événement. Parce que la nuit, fusil, smuggled into the space, tout ça, c'est comme une théorie de conspiration. Et ma théorie, c'est aussi une interprétation qui est sûrement aussi faux, mais c'est que c'est une histoire de la conspiration art vers l'architecture dans un moment, milieu des années 70, où l'architecture autonome a perdu sa signification. Parce qu'ils sont en pleine récession,
Ils sont en pleine gentrification et puis l'architecture comme Eisenman l'incorpore. À l'époque, ils n'ont pas de réponse pour ça. C'est comme si Mata Clark voulait montrer qu'il y a une différence entre la pression de l'air à l'intérieur, à l'extérieur. C'est comme aussi dans un avion, on tire sur une fenêtre, on voit qu'il y a une différence de pression et que la convention de l'architecture contre Medlekopp de s'encapsuler et de ne pas accepter la transformation de l'urbain était le sujet de cette action. Évidemment, c'est aussi une théorie ou une spéculation, mais le fait que tout le monde s'échauffe, encore aujourd'hui, encore 40 années, presque 50 années après coup, que tout le monde s'échauffe, montre qu'il y a là un problème qui n'est pas résolu. Et que l'art de Mata Clark met le doigt, ou enfin, le fusil, sur ce problème. Donc, si c'était vrai ou pas, c'est presque moins intéressant que le fait que cette narration nous touche. Hein. Mais il faut déclarer l'artiste comme violent ou presque fou, sinon il faudra admettre, bon, he's got a point. Hein. Encore quelques questions, quelques curiosités, quelques désirs d'explication? J'ai trouvé une art card que je trouve vraiment poétique, que je vais lire. The space between moving objects, the sound between sounds, the space of sound passing, the sound between objects. Il y a presque 100 cartes comme ça. Je crois. Est-ce que tu pourrais le relire pour terminer la soirée sur cette note fabuleuse? Can you read it one more time so we can close the night off? This is amazing. Okay. The space between moving objects, the sound between sounds, the space of sound passing, the sound between objects.